continue à évoquer cette guerre en Ukraine avec l'invité de Paris Direct. Cet invité aujourd'hui, c'est vous, Étienne Bouche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste indépendant. Vous avez été correspondant en Russie entre 2013 et 2020 pour plusieurs médias français, dont Libération, dont RFI. Et vous signez ce livre Mémorial face à l'oppression russe qui vient de sortir et qu'on voit à l'antenne aux éditions Plein Jour. Mémorial est une organisation non gouvernementale russe qui a reçu le prix Nobel de la paix, qui a co-reçu le prix Nobel de la paix l'année dernière. C'était quelques mois après avoir été dissoute par le Kremlin. Pourquoi est-ce que pour tenter de comprendre la Russie d'aujourd'hui, il faut raconter l'histoire de Mémorial et de ses militants ? Alors je dirais qu'il faut s'intéresser au passé d'une manière générale, parce que s'intéresser au passé en Russie, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour parler de la société contemporaine, parce que s'intéresser à la manière dont la Russie regarde son histoire, ça explique en partie comment la Russie, quel est le rapport des Russes à l'État. Et aujourd'hui, je pense que voir justement cette verticalité qui est toujours intangible entre l'État et le pouvoir est très importante pour comprendre ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Mais pourquoi prendre l'angle de Mémorial ? Parce qu'effectivement, l'histoire de cette ONG est absolument extraordinaire. Mais surtout, Mémorial, c'est une organisation qui avait deux vocations en réalité. C'était de faire la lumière sur l'histoire, les crimes commis par l'État soviétique, et dans le même temps, Mémorial s'est fixé comme objectif de défendre les droits individuels aujourd'hui dans la Russie post-soviétique. Parce que quand l'URSS s'est effondré en 91, en réalité, la question des droits de l'homme n'avait pas disparu. Et donc, c'est cette double vocation qui était la mission de Mémorial et qui, en fait, établit une continuité assez dérangeante pour le pouvoir aujourd'hui entre l'Union soviétique et la société et la Russie d'aujourd'hui. Mémorial a été fondé donc juste avant la chute de l'URSS par des dissidents soviétiques, dont Andreï Sakharov, lui-même prix Nobel de la paix. Et expliquez-nous, à ce moment-là, quelle était l'étendue des connaissances publiques, ce qui venait de se passer sous le régime soviétique. C'était quasi nul. Il faut imaginer que c'était vraiment une mission vertigineuse parce que, en fait, tout ce qui s'est passé sous Staline, même avant, en fait, il y a eu comme une rupture de génération en Russie, c'est-à-dire que le passé, les souvenirs étaient si douloureux qu'ils sont restés enfouis dans les familles. On ne parlait pas de ça parce que si on avait un membre de sa famille qui avait été réprimé, ça voulait dire qu'on faisait partie des ennemis du peuple, etc. Donc on n'a pas raconté ça d'une génération à l'autre, c'est-à-dire que au final, on a une génération aujourd'hui qui connaît très peu l'histoire. Et Mémorial s'est posé, enfin les militants, quand Mémorial n'était pas encore constitué, mais au début, pendant les années Brejnev, ils se sont posé une question: comment on peut faire pour dépasser ce traumatisme? Et c'est comme en psychologie, en réalité, si on veut comprendre, si on veut dépasser un traumatisme, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé. Et ils ont commencé quelque chose d'absolument vertigineux. Ils se sont dit, en fait, il faut absolument que l'on documente ce qui s'est passé, en particulier la Grande Terreur sous Staline en 1937. Et donc pour cela, il faut qu'on aille tout simplement aller à la source. Il faut aller documenter ça. Donc il faut s'adresser à des gens, tout simplement les enregistrer, les faire parler, collecter des documents officiels, des photos, etc. Et essayer de reconstituer ce puzzle de la mémoire soviétique et créer des archives populaires. Parce qu'en Russie, c'est quelque chose d'intangible dans l'histoire, c'est que l'histoire est racontée par l'État et elle raconte l'histoire de l'État. Et le peuple de cette histoire est absent. Et ça, effectivement, c'est un lien commun entre le régime soviétique et celui de Vladimir Poutine, qui, comme avant la chute de l'URSS, raconte sa propre histoire, l'histoire qu'il a envie de raconter. Et c'est là, justement, que quand Mémorial intervient, Mémorial pose problème parce qu'il remet en cause, justement, le narratif unique qui est dressé par l'État. L'État raconte sa propre histoire et la vocation de Mémorial, c'était de raconter l'histoire des gens et justement en essayant d'avancer en même temps une certaine idée de ce que doit être une société. Parce que ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est ce qui me frappe moi personnellement, c'est que l'État, ces dernières années, il y a un retour de l'État qui est absolument évident. Il veut réimposer une sorte de verticale en essayant de disqualifier les récits dissidents. Et on voit bien que le pouvoir de Vladimir Poutine aujourd'hui consiste à liquider l'héritage de 1991, de la perestroïka, parce qu'on voit bien donc Mémorial qui a été liquidé, le centre Sakharov également,
Novaya Gazeta, qui était le principal journal d'investigation en Russie, qui est en fait, a été créé sous l'impulsion de Mikhail Gorbatchev. C'est lui qui l'a soutenu personnellement. Il a fallu attendre simplement quelques jours après la mort de Mikhail Gorbatchev pour que ce journal disparaisse. Et on apprenait il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela que on érigeait dans le centre de Moscou, devant le bâtiment des services de renseignement extérieur, on érigeait la statue de Félix Dzerzhinsky, qui est le fondateur de la police politique soviétique. C'est quand même quelque chose. Alors que c'est précisément ce Félix Dzerzhinsky que l'on avait déboulonné sur la place de l'anciennement KGB et aujourd'hui FSB, qui était tout un symbole. On avait déboulonné Dzerzhinsky pour faire de cette place qui incarnait la terreur une place dédiée à la mémoire. Sauf que Mémorial, vous l'avez dit donc, qui s'est attribué 2 missions, recenser les crimes du passé, mais aussi notamment qui faisait le décompte à Moscou tous les ans des prisonniers politiques dans les geôles de Vladimir Poutine. En réalité, au-delà des cercles d'amateurs, si j'ose dire, est assez peu connu et son travail est peu connu. La difficulté, c'est qu'effectivement, en dehors des cercles vraiment d'initiés, c'est resté une mission, j'ai envie de dire d'intellectuel, mais ça serait un peu inexact. Mais en tout cas, malheureusement, le problème, c'est que Mémorial a eu du mal à obtenir un écho dans l'opinion, dans la mesure où ils sont apparus dans les années 90 à un moment de très très grande difficulté pour les Russes, parce qu'il y avait la crise économique, un espèce de dérèglement généralisé sur le plan médical, les gens perdaient leur travail, etc. Ce n'est pas le sujet, quoi. Et donc, arriver là en disant maintenant nous allons tous nous repentir et réfléchir à ce qui s'est passé et peut-être, voilà, exhumer des choses aussi terribles alors que les gens pensaient tout simplement à survivre. Malheureusement, ils n'ont pas été entendus. Les gens ils se sont repliés sur leur petit cercle immédiat, sur leur famille, sur leur travail, etc. Et malheureusement, on a l'impression que Vladimir Poutine est arrivé avec un autre discours qui était au contraire consistait à dire on a fait partie d'un grand pays et moi je vais le remettre sur son socle. Finalement, il est un peu précurseur de Donald Trump en ce sens. C'est qu'il expliquait on a été un grand pays, on va le redevenir et moi je vais vous y aider. Donc au prix de passer sous silence une grande partie de l'histoire récente de la Russie. On l'a dit depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. En gros, l'étau s'est peu à peu resserré sur Mémorial jusqu'à la dissolution. Le siège de Moscou a été fermé. Je crois qu'il y a des antennes régionales. Et puis, bien sûr, il y a des bureaux à l'étranger qui, eux, continuent, malgré les menaces, à tenter de travailler. Ce que votre texte apporte comme élément intéressant, c'est aussi une clé de lecture, et vous l'évoquiez au début de l'entretien, d'une société russe dont on a toujours un peu du mal, 1 an et demi après le début de la guerre en Ukraine, à comprendre le rapport à ce conflit. Vous parliez du rapport à l'État. Comment est-ce que vous le qualifieriez, ce rapport au conflit? Est-ce qu'il est apathique, un peu comme dans le rapport à l'histoire? Est-ce qu'il est attentiste, au mieux? Est-ce qu'il est coupable? En fait, j'ai l'impression que la meilleure manière d'en parler, ça serait probablement de vous parler de la couverture du livre. On va essayer de la revoir. Voilà, on la voit à l'antenne. Le livre est illustré par un artiste russe contemporain. Et si on s'y approche un petit peu, ce sont des petites figurines, qui sont faites à partir de mythes peints. Donc, ce sont des petites figurines fragiles qui sont chacune dans une niche. Les personnages ne se voient pas. Elles ont l'air d'implorer quelque chose. Elles ont l'air de souffrir en silence et voilà, elles ne se voient pas, elles ne communiquent pas. Et c'est le gros problème de la société russe aujourd'hui, c'est qu'elle est absolument atomisée. C'est-à-dire que tous les liens verticaux qui existaient dans la société ont été, petit à petit, c'était très frappant lorsque j'étais correspondant en Russie, c'est passé par la fermeture de journaux, des partis politiques, des ONG. Et au final, les Russes, il faut bien comprendre que c'est absolument contre-intuitif de s'opposer à l'État en Russie, parce que justement, puisqu'il n'y a pas de corps intermédiaire, l'État, on le craint et on a tendance à se ranger derrière lui, non pas parce qu'on le soutient véritablement, mais parce qu'il est probablement le seul ciment entre les Russes. Parce que qu'est-ce qui nous rassemble, sinon le fait qu'on appartient à un même État? C'est probablement la raison pour laquelle aujourd'hui on se range derrière l'État dans le conflit en Ukraine, parce qu'encore une fois, il y a toujours cette... disons que la raison supérieure de l'État reste intangible. Et la question que ça pose, c'est qu'est-ce qui fait nation aujourd'hui dans ce pays
immense qu'est la Russie, vous le disiez, sans faire de la psychologie de café, mais si on ne fait pas face à son passé, on est incapable et de regarder le présent et de se projeter. C'est ce que vous disiez l'autre jour, un des opposants de Vladimir Poutine qui est en prison, Ilyashin, qui dit qu'aujourd'hui mon pays est dans une gueule de bois, ça va passer, mais pour l'instant on est incapable, quoi. On est complètement, vous le disiez, atomisé. Et donc la société est atomisée, puis je crois que je termine le livre en restant, enfin, sans apporter véritablement de réponse, malheureusement parce que je ne l'ai pas, mais aujourd'hui on peut difficilement imaginer, justement dans la mesure où les principales têtes pensantes de Mémorial et d'autres ont préféré le choix de l'exil, parce qu'effectivement il n'y avait aucune perspective pour eux dans le pays, dans la situation actuelle. Et je pense aussi que l'avenir se liera en Russie selon l'issue de la guerre en Ukraine, qui aujourd'hui est quand même assez incertain. Et qui est aujourd'hui donc l'un des co-dirigeants actuels de Mémorial est en procès, quoi. Il est actuellement jugé. J'imagine que la sentence qu'il aura fait assez peu de doute. Est-ce que la voix de Mémorial, est-ce que la voix des dissidents qui sont en prison, on a parlé de Ilyashin, est-ce qu'elle est entendue, est-ce qu'elle porte d'une façon ou d'une autre ? Alors, dans la mesure où justement ces voix, elles étaient portées quand même par une presse libre, indépendante, et que cette presse a été petit à petit vampirisée, aujourd'hui, moi, je vois vraiment une continuité assez nette entre ce qui s'est passé en Union soviétique et aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ça qui a été intéressant, c'est que dans la Russie post-soviétique, les militants des droits de l'homme ont commencé à reparler de prisonniers politiques, ce qui n'était plus le cas. Justement, on avait l'impression qu'on avait tourné une page et qu'on était, moi-même d'ailleurs, j'ai grandi avec cette idée que de toute façon, la chute de l'URSS augurait forcément quelque chose de nouveau. Et en fait, je crois que la guerre et même tout ce qui s'est passé avant rappelle qu'effectivement, non, l'histoire se poursuit en Russie et que Ilyashin est s'inscrit dans ce prolongement de ces voix dissonantes que l'État, historiquement, cherche toujours à faire taire, car il impose son récit unique sur ce qu'il s'est passé et sur ce qu'il se passe. Y compris dans les écoles du pays. On en a déjà parlé sur ce plateau. Ilyashin, dont je renvoie à l'interview que vous avez faite, qui est très intéressante de lui, pour nos confrères de RFI. Merci beaucoup, Étienne Bouche, d'être venu nous parler de ce livre qui parle beaucoup, bien sûr, de Mémorial, donc, mais vous l'avez compris aussi beaucoup de la société russe et qui permet de répondre à cette interrogation qu'on a depuis 1 an et demi sur le rapport de ce pays et de ses habitants à ce conflit dont ils n'ont toujours pas le droit de le qualifier de guerre. C'est ça. Absolument. La prison. Merci beaucoup, Merci pour votre Étienne Bouche. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.